Souvent, j'aime promener mon chien la nuit. C'est dû au fait qu'il est plus difficile de le promener lorsque des gens sont avec leur propre chien. Nous avons donc tendance à nous promener dans les parcs du quartier lorsqu'ils sont devenus quelque peu isolés. Je ne suis pas très grand, je mesure à peu près 1m78 et je suis assez maigre, donc je ne me qualifierais pas de personne intimidante. Cependant, mon labrador croisé boxeur noir de 54 kg, nommé Loki, pourrait être considéré comme quelque peu menaçant pour la plupart, d'après ce que j'ai entendu. Je pensais que sa taille serait un moyen de dissuasion pour quiconque chercherait à causer des ennuis la nuit. J'avais complètement tort. Une nuit spécifique de l'automne 2016, je me souviens d'une rencontre qui me rappelle pourquoi je suis si réticent maintenant à me promener la nuit. J'ai déjà visité ce parc plusieurs fois et d'après mes souvenirs, il est généralement isolé vers 18h30 et plus tard. À part quelques joggeurs et quelques autres promeneurs de chiens, peu de gens empruntent le même chemin que moi. J'aime aussi mettre mes écouteurs et écouter de la musique pendant que je marche. Mais ce soir-là, j'ai choisi de ne pas les porter car la batterie de mon téléphone était faible et je voulais le préserver le plus longtemps possible. Quoi qu'il en soit, la promenade se déroulait tranquillement. Loki faisait ses besoins et nous continuons notre chemin habituel. À mi-chemin, je me suis rendu compte qu'il commençait à faire vraiment sombre. Comme il avait fini ses affaires, j'ai décidé d'écourter un peu la promenade et nous avons pris un raccourci qui nous a en quelque sorte éloignés du sentier. Ce chemin était entouré d'un tas d'arbres. Cela étant dit, j'ai ressenti une sensation étrange, comme si j'étais surveillée. J'ai parfois une anxiété assez forte, mais comme je savais que la ville était sûre, je pensais que rien n'allait se passer. Malgré tout, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'être surveillée. J'ai regardé en arrière pour voir si quelqu'un m'avait suivi et à chaque fois, il n'y avait personne. En fait, il n'y avait personne nulle part. Soudain, Loki s'est arrêté de marcher et a également regardé en arrière. Je lui ai dit « Loki, allez mon garçon, il faut qu'on y aille. » Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que mon chien est un grand lâche. J'ai remarqué que sa queue était repliée entre ses jambes, ce qui est un signe révélateur qu'un chien a peur. J'étais aussi curieux et un peu nerveux, mais je ne voulais certainement pas savoir ce qu'il entendait ou voyait. Je voulais juste partir le plus vite possible. J'ai tiré un peu sur sa laisse et il a commencé à marcher, mais de temps en temps, je le voyais se retourner. Après environ 1 minute, il s'est arrêté à nouveau et cette fois, il a commencé à grogner. Bien qu'il soit lâche, Loki est un chien qui aboie, mais ne mord pas. J'ai donc profité de cette occasion pour voir exactement ce contre quoi il grognait. Il faisait assez sombre, donc je ne pouvais pas bien voir. J'ai donc utilisé la lampe de poche de mon téléphone. Des arbres, juste des arbres. Ce qu'il entendait était probablement une sorte de petit animal. Une fois de plus, je me suis retourné et j'ai continué à marcher. Je me suis dit, juste des écureuils, peut-être un oiseau, et je l'ai ignoré. Puis j'ai entendu ce qui semblait être de vrais pas et des branches qui craquaient. Il n'y avait absolument aucune chance qu'un petit animal ait pu produire un son pareil. Loki s'est retourné rapidement et toujours avec la queue repliée. Il a commencé à grogner et à aboyer en direction d'une silhouette que je ne pouvais décrire que comme un homme d'une 50aine, peut-être d'une 40aine d'années, qui surgissait des bois. Il était habillé de vêtements sales, ses cheveux étaient longs et grisonnants, il avait une main dans sa poche et il m'a dit « C'est un joli chien que tu as là, de quelle race est-il » ? « C'est un boxeur labrador, ai-je répondu. »« Oh, j'adore les chiens, ça te dérange si je le caresse ?» me demanda-t-il. L'homme est sorti des arbres et s'est rapproché. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était assez grand et un peu costaud. Loki a immédiatement eu de mauvaises ondes. Il a couru derrière moi et a commencé à aboyer après lui. En fait, ça me dérange un peu. Mon chien ici n'aime pas les étrangers. Désolé, mais ce n'est probablement pas la meilleure chose que tu le caresses, ai-je dit. C'est bon, vraiment ça a l'air d'être un chien sympathique. Juste une petite caresse ne lui ferait pas de mal, rétorqua l'homme. Je me suis sentie extrêmement mal à l'aise alors qu'il semblait se rapprocher de plus en plus. Je ne sais pourquoi ce type ne pouvait pas accepter un non comme réponse. Je veux dire, je ne permets généralement pas aux gens de caresser Loki, à moins qu'ils ne s'approchent d'eux en premier. Je suis vraiment désolé mec, j'ai peur qu'il te morde, lui ai-je répondu en commençant à m'éloigner.
Je n'essayais pas de porter un jugement ou quoi que ce soit, mais le type venait des bois et était peut-être celui qui nous suivait depuis avant. « Je ne sais pas pourquoi tu me laisses pas simplement me présenter à lui, » répondit le gars avec colère. Cette fois, j'ai commencé à marcher vite, j'étais très mal à l'aise et mon instinct de fuite ou de combat a pris le dessus. Il nous a suivis et n'arrêtait pas de marmonner des jurons. Je ne sais pas si cet homme était sous l'influence de quelque chose, mais il n'a pas lâché prise. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à m'énerver un peu. Pourquoi ce mec ne peut-il pas simplement accepter un non comme réponse ? Il a commencé à s'adapter à ma vitesse, presque comme s'il essayait de nous rattraper. Loki et moi avons tous deux pris cela comme une réponse pour commencer à sprinter un peu. Je ne me souviens pas beaucoup de la course, tout était flou pour moi, mais je me souviens de la sensation de picotement dans la colonne vertébrale en entendant ses pas s'intensifier rapidement derrière moi. Pour un homme de sa stature, il était assez rapide. J'ai également réalisé que ses intentions n'étaient peut-être pas seulement de caresser mon chien. Personne de raisonnable n'irait aussi loin juste pour caresser un chien qui ne voulait clairement rien avoir à faire avec lui. J'ai regardé derrière moi et il nous poursuivait. Je n'oublierai jamais le regard dans ses yeux. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Tout ça pourquoi ? Juste parce qu'il ne pouvait pas caresser mon chien ? Mon instinct me disait qu'il avait définitivement des intentions sinistres. Finalement, le chemin menait à la sortie du parc et aux rues les plus fréquentées. J'habitais à environ 10 minutes du parc. Je me suis assuré que personne ne me suivait. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous sommes rentrés à la maison et je savais pertinemment que je n'allais pas dormir une minute. Depuis ma fenêtre sur le porche, j'ai regardé toute la nuit avec Loki, juste pour voir si quelqu'un nous avait suivis jusqu'à la maison. J'ai également fait un rapport de police avec mes parents. Après tout, ce type semblait avoir été assez bizarre et qui sait quelles étaient ses véritables intentions. Si sa cible avait été quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger ou s'enfuir, qu'aurait-il fait ? Je me demande aussi souvent, et si j'avais mis mes écouteurs et que le son de la musique avait couvert les pas derrière moi ? Depuis, je n'ai plus promené Loki dans ce parc. J'ai aussi pris l'habitude de marcher dans les rues les plus animées la nuit. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, même si vous vivez dans une ville relativement sûre, ne baissez jamais votre garde. On ne sait jamais quel genre de personne peut se cacher dans l'ombre. Le lundi 18 octobre 2021, en milieu de journée, j'ai emmené mes fils de 7 et 2 ans et demi dans un parc national situé à 3 km de chez moi, Hogsted Park. Le parc est petit, 4 places de parking et un sentier d'environ 800 mètres qui suit un ruisseau. Le sentier se termine à une fourche dans le ruisseau. Mes deux fils connaissent bien cet endroit car il fait partie de ces 3 parcs que nous choisissons pour faire une petite randonnée une fois par semaine. Le sentier est modéré avec quelques pentes, des obstacles naturels et des rétrécissements occasionnels dus au manque d'entretien. Ce jour-là, mon fils aîné est à environ 6 mètres devant moi, tandis que j'accompagne mon cadet. Rien ne sort de l'ordinaire. Mon aîné atteint le ruisseau quelques secondes avant nous. Lorsque nous arrivons, mon plus jeune fils est à ma gauche et commence à jouer avec des pierres et à les jeter dans le ruisseau. Mon aîné est à 3-4 mètres à ma droite et jette des pierres dans l'eau lui aussi. Je me penche pour retrousser le bas de mon pantalon et soudain, j'entends mon aîné pousser un cri à glacer le sang. Je lève les yeux vers lui et il hurle en tombant en arrière et en battant fébrilement des jambes. Je regarde de l'autre côté du ruisseau et je vois perché sur un gros rocher plat un animal que je ne comprends pas. Ses dimensions étaient si grandes qu'il semblait pouvoir sauter le ruisseau en une seule enjambée, une poitrine en tonneau avec des muscles pectoraux clairement définis, des épaules et des biceps qui n'étaient pas différents de ceux d'un homme,
mais beaucoup plus grand, des grands yeux et un museau court comme celui d'un hyène. Il avait l'air d'être dans la position de départ d'un sprinter et non d'un animal à 4 pattes. Ses cuisses et son arrière-train étaient nettement plus gros. La masse de cet animal n'était pas naturelle. Les oreilles étaient orientées vers l'avant. Le visage semblait en état d'alerte, un peu comme lorsque votre chien fait des mouvements de tête rapides parce que vous vous apprêtez à lui lancer une balle. Il n'arrêtait pas d'alterner entre les cris de mon fils tombant en arrière dans le sentier et s'enfuyant à mon cri ramassant mon autre fils. Je crie à mon fils de s'étendre de courir. La chose la plus étrange se produit. L'enfant se mettait à sprinter et à pleurer, puis au bout de 10 mètres, il se retournait, presque complètement hébété, sans comprendre ce qui se passait, et je devais lui crier à nouveau de courir. Il courait, pleurait, s'arrêtait, hébété. Cela s'est produit 3 fois. Je ne comprends toujours pas comment le choc ou la peur peuvent faire ça. L'animal ne nous a pas suivis sur le sentier. Les pensées qui me traversaient l'esprit, je ne les souhaiterais pas à mes ennemis. C'est la seule fois de ma vie où j'ai su que je ne pouvais pas protéger mes enfants. Le moment où j'ai dit à mon fils aîné qu'il devrait prendre la main de son jeune frère et retourner à la voiture aussi vite que possible a laissé une cicatrice plus profonde dans mon esprit que cet animal inexplicable. Même s'il n'y a pas eu d'erreur sur ce que j'ai vu, cela n'a pas d'importance. J'aime à penser que je suis très consciente de moi-même. Je ne comprends pas pourquoi mon esprit se force à démentir ce que j'ai vu. J'avais sans aucun doute peur, mais mon objectif était clair comme de l'eau de roche. Les enfants en sécurité à tout prix. La nuit dernière, j'ai vécu une expérience que je ne peux pas expliquer complètement. Il était environ 2h30 du matin, en pleine nuit, lorsque je me suis réveillée avec l'impression étrange et sinistre d'être observée. En clignant des yeux, j'ai vu une silhouette obscure assise au bord de mon lit. La chambre était plongée dans le noir, mais je pouvais clairement distinguer celle-ci. Ce qui était encore plus étrange, c'est que mon chat, qui ne dort jamais dans la chambre et encore moins sur le lit, était couché à mes pieds. Rien que ça me semblait anormal. La silhouette était assise au bord du lit, près du chat, et ce qui m'a fait peur, c'est qu'il avait l'air de le caresser. Mon chat n'était pas non plus effrayé, il fixait simplement cette ombre. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être mon petit ami qui s'était réveillé et qui caressait le chat. Mais quand j'ai regardé à côté de moi, il dormait profondément. J'ai ensuite pensé qu'il s'agissait peut-être d'un intrus, mais plus je fixais la silhouette, plus elle devenait inquiétante. Je me suis frotté les yeux, essayant de me débarrasser de la brume, pensant que je rêvais ou que j'étais à moitié endormi, mais la silhouette n'a pas disparu. J'ai pris mes lunettes, espérant y voir plus clair, mais elle était toujours là. J'ai continué à essayer de concentrer ma vision en espérant qu'elle disparaisse. Puis je m'assois sur le lit, me frotte les yeux à plusieurs reprises. La silhouette se lève lentement et commence à devenir plus grande, s'avançant près de la porte. Je suis resté figé, le regard fixe, l'esprit en ébullition, à la recherche d'une explication rationnelle. Mais cette chose me dominait, devenant plus qu'une simple ombre. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé et commencé à paniquer. Effrayé, j'ai secoué mon petit ami en criant « Il y a quelque chose ici !» Il s'est réveillé hébété et m'a dit qu'il n'y avait rien. Je lui ai demandé s'il ne le voyait pas. Il a continué à dire « Il n'y a rien, qu'est-ce que tu vois ?» Pendant ce temps, mon chat qui ne fait jamais ça s'est glissé entre nous, essayant de se rapprocher le plus possible, comme s'il avait peur lui aussi, cherchant nos câlins et notre attention, ou peut-être essayant de me calmer. L'ombre n'est pas partie, elle est restée là. Je suis resté figé, pensant « Suis-je en train de perdre la tête ?» Ce qui se passait ne semblait pas possible. Mon petit ami m'a dit d'allumer la lumière. Je l'ai fait
et à la seconde où la lumière a envahi la pièce, ça a disparu. Mais mon chat regardait toujours fixement, les yeux rivés sur l'endroit où se trouvait la silhouette, et il la suivait partout dans la pièce, comme s'il traquait quelque chose d'invisible. Je ne sais pas quoi en penser, j'ai toujours rejeté ce genre d'histoire, mais ça, je ne peux pas m'en défaire, c'était trop réel. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais cru à ces choses et maintenant, je me sens complètement folle. Un peu d'histoire. Je vis dans une zone rurale avec mon grand-père âgé et je m'occupe de lui. Nous avons très peu de voisins. C'est une petite ville. Nous n'avons presque pas d'effractions ou de crimes en général dans cette région. Il y a beaucoup de zones boisées et de terres agricoles. Ma maison est entourée de bois et une ligne d'arbres nous sépare de tous nos voisins. J'ai suivi une formation approfondie en matière d'armes à feu et j'ai également travaillé comme instructeur d'armes à feu dans le passé. Vendredi dernier, je suis assis dans mon sous-sol, sur mon canapé, sur le point de m'endormir, ce qui arrive assez régulièrement. Mon canapé se trouve devant une grande fenêtre dont les stores sont toujours fermés et une porte vitrée qui donne sur l'extérieur, recouverte d'un store semi-transparent. On peut voir à travers, mais à peine suffisamment pour distinguer des silhouettes. Il était presque 23 heures et je regardais un film avec des écouteurs quand j'ai cru entendre un bruit à l'extérieur. Ce qui est bizarre étant donné que je portais des écouteurs avec un volume assez élevé. Je les ai donc enlevés pour mieux entendre. J'ai entendu ce qui ressemblait à des pas dans l'allée de gravier, juste devant ma porte. Mais pas des pas de marche, plutôt des pas de course. On aurait dit qu'ils se déplaçaient très vite. À ce moment-là, je me suis levée, j'ai regardé par la porte vitrée et je n'ai rien vu. J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un animal ou de quelque chose comme ça. Je me suis rassis sur le canapé et j'allais remettre mes écouteurs quand j'ai entendu 3 coups distincts sur ma fenêtre, juste en face de mon canapé. Naturellement, je sursaute, car personne que je connaisse ne ferait ça. Il m'appellerait ou frapperait simplement à ma porte, surtout si tard dans la nuit. Alors que je me relève, j'entends à nouveau le gravier de l'allée bruisser, cette fois-ci plus fort, et comme si quelqu'un s'enfuyait. La direction dans laquelle je l'ai entendu s'enfuir est directement dans un champ de bruyère et une zone densément boisée. J'attrape donc mon fusil que je garde dans le placard juste à côté de la porte du sous-sol et je sors. À l'aide de la lampe de poche fixée au fusil, je scrute la ligne des arbres à la recherche d'éventuelles menaces, car je suis convaincu à ce stade que des gens sont là pour me voler. Je ne vois rien et je retourne à l'intérieur en pensant qu'il pourrait s'agir d'un animal. J'essaie plutôt de m'en convaincre. À ce moment-là, j'éteins toutes les lumières à l'intérieur et je me place juste derrière la porte vitrée, avec les projecteurs extérieurs allumés. De cette façon, je pouvais voir à l'extérieur et personne ne pouvait voir à l'intérieur. Je me contente d'observer, je m'assure que tout va bien avant d'aller me coucher. C'est extrêmement calme dehors. Pas un criquet, pas une sauterelle, rien ne faisait de bruit. Alors que je suis presque prêt à abandonner et à dire que ce n'était que mon imagination, je vois une lumière vacillante dans les bois devant moi. Si je devais deviner, peut-être de la taille d'une pièce de 10 cents, comme un reflet des lumières de ma maison sur du métal, ou quelque chose comme ça. Alors une fois de plus, je sors et je crie « Hé !» pour voir si je peux faire fuir qui que ce soit. Et j'entends un murmure fort. C'est la meilleure façon de le décrire. C'était un murmure, mais assez fort pour que je l'entende, à environ 30 mètres de distance, qui me répond « Hé !» À ce stade, je suis paniqué et je sais qu'il s'agit d'une autre personne. Alors j'épaule mon fusil, je pointe à nouveau la lampe torche dans les bois et je crie « Dégagez de ma propriété si vous ne voulez pas mourir ce soir !» À ce moment-là, sur ma droite, j'entends une personne siffler doucement. On aurait dit qu'elle imitait un oiseau. Il provenait de la même ligne d'arbres, juste un peu plus loin sur la droite. Alors je me retourne
et je tire 5 coups de feu dans le sol pour effrayer la personne qui se trouvait là. J'ai gardé la lampe de poche pointée vers la ligne d'arbres à la recherche d'un quelconque mouvement. Les chiens de mes voisins ont commencé à aboyer, sans doute à cause des coups de feu. Je n'ai jamais vu de mouvement, personne ne s'est dispersé. Je n'ai jamais entendu de pas s'éloigner, rien du tout. J'ai donc marché jusqu'au côté droit d'où provenait le sifflement. Les bois ne sont pas aussi denses car il n'y a pas de buissons de bruyère à cet endroit et j'ai continué à regarder à travers les bois à la recherche d'un signe quelconque de personne. Je n'ai rien vu. Alors que je remonte vers ma maison complètement chamboulée, mon grand-père, 84 ans, me rejoint à la porte et me demande ce qui s'est passé. Il est encore sain d'esprit, mais physiquement il ne va pas très bien. Je lui ai donc expliqué. J'ai chargé son revolver et je l'ai placé à côté de son lit au cas où quelqu'un essaierait d'entrer par effraction pendant la nuit. Nous dormons à des extrémités opposées de la maison et à des étages différents. J'ai donc pensé que c'était l'option la plus sûre. Après l'avoir recouché, je vais dans la cuisine à l'étage chercher une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. En fermant la porte du frigo, j'entends des pas sur le toit de notre maison à 2 étages. Le point le plus bas de notre toit est accessible à l'aide d'une échelle. Je veux dire qu'une personne qui fait du saut en hauteur ne pourrait pas faire ce saut. Mon corps entier est couvert de frissons à ce moment-là. La peur totale est la meilleure façon de l'expliquer. Mon grand-père, qui est presque sourd, ne l'a pas entendu et je suis sûr qu'il s'était déjà rendormi. Je suis resté figé, j'ai écouté. Les pas étaient lourds, de la taille d'un homme adulte. Il marchait lentement de sa chambre jusqu'à la cuisine où je me trouve. Il y a une lucarne sur le toit de la cuisine. Je reste immobile et je regarde vers elle. Je prie pour que rien ne me regarde. J'ai attendu quelques minutes, les bruits de pas ont continué. Ils allaient et venaient d'un côté à l'autre de la maison. J'ai décidé de redescendre en courant. J'ai rapidement pris mon fusil et j'ai couru à l'extérieur. Je ne sais pas encore à qui ou à quoi j'avais affaire. Je me fie à mon entraînement pour neutraliser la menace si nécessaire. J'essaie de me calmer en me concentrant sur le contrôle de ma respiration, tout en allant dans la cour avant et en commençant à balayer le toit avec la lampe de poche montée sur mon arme. Je ne vois rien. Je fais le tour de la maison, scrutant les arbres et le toit à la recherche de tout signe de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Là encore, je ne vois rien. J'ai répété cela 2 fois en criant plusieurs fois. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de dégager d'ici. Finalement, j'ai abandonné. Je suis retourné à l'intérieur pour regarder la télévision avec mon fusil à la main toute la nuit. Et ce fut la fin. Aucun événement bizarre ou non naturel ne s'est produit depuis cette nuit-là. Inutile de dire que les dernières nuits ont été difficiles avec peu ou pas de sommeil. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement. Je n'ai jamais eu d'hallucinations auparavant et je ne suis pas sûre que des hallucinations puissent être aussi réelles. J'ai raconté à ma famille et à mes amis ce qui s'était passé et ils ont tout balayé d'un revers de main. Ils m'ont dit que j'avais peut-être imaginé les pas, que le sifflement était peut-être un oiseau, que c'était des enfants qui faisaient une farce, etc. Mais je ne pense pas. Tout ça m'a amené à me poser quelques questions. Suis-je fou? Ai-je eu des hallucinations? Si c'est le cas, pourquoi les hallucinations n'ont-elles duré qu'une nuit? S'agit-il d'une farce extrêmement bien exécutée? Le sifflement aurait pu être un bruit d'oiseau, bien sûr. Je ne suis pas un expert en oiseaux, mais le chuchotement fort ou les bruits de pas distincts sur le toit après, je ne pense pas que les oiseaux puissent parler ou grossir jusqu'à peser plus de 90 kilos. Quoi qu'il en soit, c'est mon histoire. C'est la première rencontre étrange que j'ai eue. J'ai déjà vécu des choses inexplicables dans le passé, mais cette rencontre m'a vraiment fait peur. J'ai eu toute une vie d'expériences paranormales, mais j'ai pensé à celle-ci ces derniers temps. Alors quand j'avais 20 ans, il y avait 10 ans, je suis partie vivre à Londres. J'ai emménagé avec 2 filles sud-africaines qui étaient très gentilles. Nous vivions dans un vieil appartement victorien sur la rue principale, au dernier étage, 4 environ.
Nous devions monter des escaliers étroits et en colimaçon, puis passer par 3 portes pour entrer. Une porte à barreaux de fer, je suis sérieuse. Puis il y avait un petit espace assez grand pour que quelques personnes puissent se tenir debout et 2 autres portes. Nous nous sommes dit que c'était pour protéger la porte en vitrail. Ensuite, il y avait une porte en bois normale. Je rentre de mon travail au pub vers 15 heures, sans m'attendre à ce que quelqu'un soit à la maison. Je vais directement dans ma chambre, jette mes clés sur le lit et commence à me brosser les cheveux, me préparant pour mon prochain travail. Je dois payer ce loyer à Londres. Alors que je me brossais les cheveux, j'aurais juré avoir entendu quelque chose venant de la cuisine. Je me suis arrêtée, j'ai dit « Qui est-ce ?» Et comme personne ne répondait, j'ai continué à me brosser les cheveux. J'ai entendu un nouveau bruit et je me suis arrêtée. On aurait dit que quelqu'un portait des bottes de travail et marchait dans la cuisine. Paniquée, je pense. Prends quelque chose de pointu, en attrapant le stylo à côté de mes clés sur le lit. Je me suis rendu compte plus tard que j'aurais dû prendre les clés pour pouvoir sortir par ces 3 portes. Je cours dans le couloir, monte 4 ou 5 marches, tourne dans le couloir suivant et entre dans le salon qui se trouve à côté des portes. Je ferme la porte et m'assieds contre elle pour que personne ne puisse entrer. Je tiens mon stylo comme une folle. J'avais mon téléphone sur moi et pour une raison quelconque, je n'ai pas pensé à appeler la police, mais j'ai appelé mon ex, la seule personne que je connaissais à Londres. Je suppose parce qu'il savait où j'habitais et pouvait appeler la police pour moi au cas où quelque chose m'arriverait avant que je puisse tout leur dire. Ensuite, je raccroche et appelle la police. Heureusement, ils sont à proximité et sont en chemin. Je ne me souviens pas si je suis restée au téléphone ou non, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que les lourdes bottes de travail ont commencé à remonter le couloir, avec des pas silencieux dans les escaliers, comme s'ils ne voulaient pas être entendus. J'étais vraiment paniquée. Je pleurais, je tremblais, je voulais juste sauter par la fenêtre. Il y avait une boucherie au rez-de-chaussée et ils ont laissé entrer les policiers dans la cage d'escalier pour qu'ils puissent monter. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas passer ces 3 portes. Ils m'ont dit que je devais sortir et prendre mes clés pour pouvoir ouvrir la porte. Je leur ai dit non, le type est là, mais ils m'ont dit soit ça, soit attendre qu'ils récupèrent les outils pour couper les barreaux. Je le fais et je sens immédiatement l'air devenir plat. Il n'y a personne et j'ai l'impression d'être dans un autre niveau ou une autre tranche de réalité. Je cours chercher les clés et j'ouvre la porte. 6 policiers font irruption dans le lieu. Je les aide à chercher un intrus partout, mais ils ne trouvent rien. Ils confirment que personne n'a pu passer par les fenêtres ou la porte arrière, car elle était verrouillée. Il y avait un grenier, mais il était vraiment haut, et il n'y avait aucun moyen, à notre connaissance, d'y accéder. Ce que j'ai entendu était tellement réel que même si j'ai eu des expériences paranormales, il ne m'est même pas venu à l'esprit que cela pouvait être un fantôme. J'avais l'impression que le temps et l'espace étaient flous, comme si quelqu'un était vivant ou pensait l'être. Dans le monde de l'entreprise, il n'y a guère de place pour les histoires et les théories de fantômes. Cependant, je ne peux pas ignorer celle-ci. Je travaille en tant que directeur des opérations pour une société de services multiples. Je suis au 17e étage d'un immeuble de bureaux en plein centre-ville. La plupart du temps, je gaspille mes feuilles de calcul et mon inventaire en passant la journée devant mon ordinateur. D'autres jours, je visite mes sites et je parle à mon personnel. L'immeuble dans lequel je me trouve compte des membres de mon personnel, mais ils ne sont que 4 et je les vois rarement, car ils sont généralement à d'autres étages en plein travail. Ce n'est qu'après 2 semaines de travail dans cette entreprise que j'ai réalisé que 3 étages de l'immeuble n'avaient pas de locataires. Il n'y a que 800 mètres carrés de pièces vides et sombres avec des murs fins et des moquettes bleu foncé. Chaque étage dispose de 3 salles de bain, hommes, femmes et paraplégiques, que nous n'entretenons qu'une fois par mois s'il n'y a pas de locataire. Tout semblait normal jusqu'au jour
où l'ascenseur qui me conduisait de l'étage de mon bureau au rez-de-chaussée s'est arrêté involontairement à l'un des étages vides. J'ai sorti la tête de l'ascenseur en pensant que quelqu'un y montait, mais je me suis rendu compte que nous nous étions arrêtés à l'étage 14, l'étage inhabité. Mon corps s'est refroidi et j'ai regardé le couloir vide en remarquant qu'il n'y avait personne. Je me suis glissé dans l'ascenseur et j'ai vérifié les boutons pour voir si je n'avais pas accidentellement appuyé dessus. Rien. Le seul étage allumé était le rez-de-chaussée. Étrange. J'ai appuyé sur le bouton, fermé les portes, mais l'ascenseur ne se ferme pas. Je commence à paniquer. Je suis sorti et j'ai appuyé sur le bouton extérieur, espérant qu'un autre ascenseur se présenterait. Je suis resté silencieux pendant un moment et j'ai regardé celui que je venais de quitter commencer à se fermer. Je n'avais pas été assez rapide pour attraper les portes. Je suis resté là, seul dans l'obscurité. Puis je me suis précipité vers les escaliers de secours quand j'ai entendu le bruit glaçant d'une porte de salle de bain qui se ferme dans les toilettes des femmes. Je me suis arrêté un instant et me suis tourné vers les toilettes. La porte était légèrement entrouverte et le vent soufflait à travers. J'ai été immédiatement horrifié. La porte est l'une de ces portes hydrauliques qui se ferment d'elles-mêmes. Quelqu'un devait la tenir ouverte de l'intérieur. J'ai paniqué et j'ai couru vers les portes de secours, descendant les escaliers jusqu'au sol. En colère, j'ai couru vers la sécurité pour remonter à l'étage et vérifier la salle de bain. Les agents de sécurité ont pensé que j'étais devenue folle car l'étage était vide et ont supposé que quelqu'un d'un autre bureau était descendu pour une pause toilette plus privée. Nous sommes arrivés à l'étage et avons fait le tour. Personne dans les toilettes des femmes, personne dans celles des hommes. Qui cela pouvait être ? Ai-je demandé. La sécurité m'a dit qu'elle vérifierait les bandes et qu'elle me rappellerait. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est que toutes les portes des cabines étaient verrouillées. La maintenance ne les avait pas déverrouillées car il n'y a pas de locataire. Quelques jours plus tard, j'avais complètement oublié cette expérience. De retour à mon programme habituel, assis derrière un bureau, un vendredi en fin d'après-midi, 3 membres de la sécurité frappent à ma porte pour me demander de confirmer mon histoire d'il y a quelques jours. Je me suis expliqué à nouveau et je leur ai raconté ce que j'avais vu et ils se sont regardés d'une manière plutôt bizarre. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont expliqué ce qui suit. Personne n'est venu à l'étage. La vidéo de sécurité n'a filmé personne, pas même moi. Je suis resté silencieux. Monsieur, êtes-vous sûr qu'il s'agissait de l'étage 14 ? J'en étais certain. Chaque étage est signalé par un panneau. Ils m'ont assuré qu'ils avaient vérifié chaque étage pour voir où j'étais apparu, mais rien. C'est là que ça devient plus intense. Il y a des enregistrements de moi sortant de l'ascenseur au rez-de-chaussée, normal et banal. J'ai demandé à la sécurité de visionner les enregistrements moi-même, et c'est là que je l'ai vu. Dans le coin supérieur droit de la caméra qui fait face aux portes du bureau de l'étage 14, le visage d'une femme. Je sais qu'elle est là, et elle sait que j'existe. J'ai perdu 17 kilos au cours des 2 derniers mois, car je ne prends plus l'ascenseur. Pour la petite histoire, je suis chauffeur-livreur pour une société depuis 1 an et demi. J'ai vu ma part de choses bizarres et inhabituelles pendant mes trajets, des voitures fantômes, des bruits d'animaux bizarres au milieu de nulle part la nuit, etc. Je pense que cette expérience est le summum de l'étrange et de l'inhabituel. Je suis donc en service depuis seulement 30 minutes. Il fait nuit, la lune est pleine et je livre à un endroit habituel pour un ouvrier d'une petite usine. J'arrive. Je parle à quelques employés qui restent dehors, attendant que mon client sorte et prenne sa commande. Alors que le changement d'équipe s'estompe, je me rends compte que je suis seul à l'extérieur. Personne à proximité,
personne dans sa voiture ou en train d'arriver, juste seul. Je regarde les arbres quand, de nulle part, un chat sort de derrière une voiture. Et ma première pensée est que c'est juste un simple chat, jusqu'à ce qu'il se rapproche et que je réalise qu'il a l'air, comment dire, faux, comme un dessin amateur d'un enfant de 6 ans. Je suis en train de fixer cette créature, de la regarder marcher dans le parking et de remarquer des choses qui ne me semblent pas normales. Tout d'abord, il semble mesurer environ 1 mètre de long, si l'on en croit les voitures qui défilent. Sa queue était droite et traînait sur le béton derrière lui, sans bouger d'un pouce. Alors que les pattes d'un chat sont habituellement pliées, ses pattes arrière sont droites, sans aucune courbe ou courbure en vue. Son corps était mince, comme un tube, et il n'y avait pas de fourrure supplémentaire aux endroits où il y en aurait normalement, même sur un chat mince. Lorsqu'il est passé derrière une voiture et a disparu, j'ai pensé que j'étais peut-être simplement fatigué ou que j'imaginais des choses, jusqu'à ce que mon client sorte. Je lui demande de regarder les voitures pour voir si ce que j'ai vu est réel ou non, et à ma grande horreur, c'est le cas. La créature est soudain sortie de dessous une voiture et a marché jusqu'à l'extérieur. J'entends le client dire « Ce n'est pas un chat, j'ai des chats à la maison et ça n'y ressemble pas du tout. » Nous regardons et cette chose galope. Elle ne court pas normalement, mais galope comme un cheval, avec des mouvements rectilignes, courant vers un camion garé sur le côté du bâtiment. Je me tourne vers le client, essayant de lui donner la commande et de ne pas trop y penser. Mais il dit alors « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai peur et je veux retourner à l'intérieur. » Il a pris sa commande et est retourné à l'intérieur du bâtiment, me laissant seul pour constater que la chose n'était plus là. Au début, j'ai pensé que c'était une race de chat bizarre, ou que ce n'était pas du tout un chat, mais quand j'ai appelé mon frère, il m'a dit que c'était peut-être un skinwalker et que je devais rentrer à la maison immédiatement. Je rentre à la maison et même mes parents qui croient au surnaturel disent qu'il pourrait s'agir d'un skinwalker. Nous avons donc décidé d'essayer de démystifier la chose en allant sur internet, en lisant des histoires, en vérifiant des images ou des références sur les chats et les skinwalkers. Et rien ne ressemble à ce que j'ai vu. Ma mère m'a souvent raconté cette histoire lorsque j'étais enfant. Pour commencer, elle a grandi à Nolan, dans le comté rural de Mingo, en Virginie occidentale. La famille était très pauvre et maman et ses frères et sœurs avaient souvent faim. La seule voisine proche de la famille était une vieille dame que tout le monde appelait Tante Kate. La vieille dame vivait seule et souffrait de ce que je suppose être une cataracte, car maman disait que ses yeux étaient blancs. Le mari de Tante Kate purgeait une peine au pénitencier de l'État à Moundsville pour meurtre. Quoi qu'il en soit, en raison de leurs besoins presque constants de nourriture, le père de ma mère a planté un potager. Le terrain qu'il utilisait se trouvait à une bonne distance de l'ancienne maison où il vivait. Ma mère m'a dit que cet été-là, il faisait très chaud et que les serpents à tête cuivrée étaient anormalement actifs. Comme elle aimait son père, elle a raconté qu'elle le suivait partout. Ce jour-là, mon arrière-grand-père et ma mère ont poussé une grande charrette en bois jusqu'au jardin et ont ramassé quelques légumes prêts à être consommés. Ma mère m'a dit qu'à cause de la chaleur et de la difficulté à pousser la grande charrette, ils étaient tous les deux épuisés. Alors qu'ils approchaient de la maison, ils durent passer devant celle de Tante Kate. La vieille femme était installée sur son porche lorsqu'ils passèrent avec la charrette. Ils sont sur le point de faire passer la charrette sans incident. Ils entendent la vieille femme crier « Harrison, donne-moi un peu de ces haricots ». Compte tenu des difficultés rencontrées pour s'occuper, cueillir et transporter les légumes, mon arrière-grand-père a répondu « Nous avons travaillé dur pour les avoir et je ne vais pas les donner ». La vieille femme s'est esclaffée et a répondu « Eh bien, vous le regretterez ». Ne pensant rien de la menace de la vieille femme, ma mère et son père continuèrent leur chemin et passèrent la soirée sans penser à ce qu'elle avait dit.
Cette nuit-là, tout le monde est allé se coucher. Ma mère avait 6 ou 7 frères et sœurs qui partageaient le même lit. Comme la plupart du temps, ma mère s'est couchée par terre pour dormir. Elle m'a dit, alors qu'elle commençait à s'endormir, elle a aperçu quelque chose. Quelque chose se dirigeait vers sa chambre depuis le couloir. Elle connaissait les bruits que faisaient sa mère et son père lorsqu'ils se déplaçaient dans la vieille maison en planches. C'est pourquoi elle a immédiatement utilisé la couverture qu'elle avait pour se couvrir la tête. Selon elle, il y a eu une ombre qui a traversé le couloir et qui est entrée dans sa chambre, s'arrêtant à l'endroit où sa tête était posée sur le sol. Il s'est ensuite retourné après quelques secondes et a continué dans le couloir où il a disparu avant de revenir dans le couloir jusqu'à l'endroit où il était allongé. Maman a dit que cela s'était produit toute la nuit. Elle était restée là, paralysée par la peur, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lorsque le soleil s'est levé, la chose a disparu et elle a entendu son père se déplacer. Elle a déclaré qu'elle s'est immédiatement levée et a couru jusqu'à l'endroit où se trouvait son père. Ma mère a dit que lorsqu'elle est entrée là où se trouvait son père, il était en train de mettre ses chaussures. Lorsqu'il l'a vu, ils se sont regardés dans les yeux et elle a tout de suite su où allait la chose lorsqu'elle a quitté sa chambre. Lorsque son papa eut fini de mettre ses chaussures, il alla immédiatement prendre une botte de haricots verts et se dirigea vers la maison de la vieille tante Kate. Maman l'a suivi. En approchant de la maison de la vieille dame, ils ont remarqué qu'elle était assise sur son porche, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Maman raconte que son père a jeté les haricots sur le porche et a proclamé « Vieille femme, reprends ta chose », ce à quoi elle a répondu en souriant « Ne t'inquiète pas, Harrison, elle ne te dérangera plus jamais. » J'ai été élevée par ma mère et sa vie m'a servi d'exemple. Elle était une fervente chrétienne. Je ne l'ai jamais vue boire, jurer ou faire quoi que ce soit qu'elle considérait comme un péché. On m'obligeait à aller à l'église presque chaque fois que les portes étaient ouvertes. Elle a toujours affirmé que l'histoire de la vieille tante Kate était la vérité et je la crois. Pendant mes vacances en Arizona en 2013, j'ai rendu visite à ma famille. La famille en question est le frère de ma mère et son épouse. Ils vivent dans une maison modeste. Bref, ça n'a pas d'importance. Pendant mon enfance, j'y allais de temps en temps et j'avais plusieurs amis là-bas. Après une soirée passée avec mes 2 anciens amis, dont je ne citerai pas les noms, je les ramenais tous les 2 chez eux. L'ami que nous appelons Sue dormait profondément sur le côté droit de la banquette arrière, tandis que l'ami que nous appellerons Jim était bien éveillé sur le siège passager. Alors que nous sommes en route vers la maison de Jim, je vois quelque chose sur le bord de la route qui est brièvement éclairé par mes phares. On dirait un gros coyote qui marche. Jim l'a aperçu en premier et me l'a signalé. J'ai donc ralenti et allumé mes phares. Ce que nous avons vu nous a tellement troublés que nous avons dû réveiller Sue pour qu'elle nous confirme que nous n'étions pas fous. Lorsque Sue s'est réveillée et a regardé par la fenêtre, j'avais arrêté la voiture à ce moment-là, elle s'est figée sur place et la chose qui marchait tranquillement jusqu'à présent s'est retournée et s'est dressée sur ses pattes arrière. Ça n'avait pas l'air d'un chien qui se dresse sur ses pattes, on aurait dit qu'il avait l'habitude de le faire. Avant que Sue ne puisse se secouer pour se débarrasser de la peur qui l'écrasait, Jim et moi avons pu le voir de près. Il correspondait à la définition stéréotypée du loup-garou, à quelques différences près. Au moment où nous avons fini de regarder la chose et où la peur a commencé à prendre le dessus sur la curiosité, Sue est sortie de sa propre peur suffisamment longtemps pour me crier de rouler aussi vite que possible. Elle a refusé d'arrêter de crier jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. Lorsque je l'ai déposée chez elle, Jim et moi, on s'est sentis obligés de l'accompagner jusqu'à sa porte. Nous l'avons regardée d'un air inquiet et nous sommes retournés à la voiture.
Sur le chemin de la maison de Jim, nous avons revu la créature, mais elle se dirigeait dans la direction opposée, vers la maison de Sue. Décidant qu'il était de notre devoir, en tant qu'amis de Sue, d'essayer de la protéger de cette chose, nous avons fait demi-tour, et lorsque nous l'avons fait, la créature s'est à nouveau redressée et nous a regardés. Il s'est alors passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a poussé un rugissement profond et guttural dans notre direction. Un rugissement si bestial qui nous a secoués tous les deux jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Apparemment, nous n'étions pas les seuls à être secoués, car la radio de ma voiture s'est éteinte et le moteur aussi. Jim et moi avons crié à plein poumon et j'ai eu du mal à redémarrer. Au moment où la créature était à mi-chemin de notre voiture et qu'elle marchait sur la route dans notre direction, je l'ai rallumée à temps pour la faire sortir de là aussi vite que possible. Lorsque j'ai finalement ralenti suffisamment pour ne pas enfreindre toutes les limitations de vitesse en vigueur en Amérique, j'ai réalisé que j'avais dépassé la maison de Jim environ 4 km plus loin. Je n'ai pas revu la créature cette nuit-là, bien que je sois repassé devant la maison de Sue et que tout semblait aller bien. Pas de fenêtre brisée, ni de signe d'effraction, et je n'ai rien vu de tel depuis. Quand j'étais très jeune et encore plus bête que maintenant, je croyais à peu près tout ce que ma grand-mère me disait. Et elle m'a raconté un tas de choses qu'elle n'aurait probablement pas dû dire. C'était une femme très religieuse et elle adorait essayer de nous faire peur, à ma sœur et à moi, avec des histoires de diables, de démons et d'autres choses maléfiques pour nous faire bien nous comporter. Mais il y a une histoire qu'elle nous racontait qui ne collait pas avec les autres. Bref, elle jurait sans arrêt qu'il existait une sorte d'entité méchante qui pouvait se déguiser en quelqu'un d'autre. Elle disait cependant qu'il n'était pas très doué pour ça et qu'on pouvait toujours voir que quelque chose clochait. Selon ma grand-mère, quelle que soit cette entité, elle n'était pas du tout humaine. Ce n'était pas une sorte de sorcière, c'était entièrement différent. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas non plus à quoi cela ressemblait vraiment sous sa fausse apparence. Elle m'a raconté qu'après la mort de son deuxième mari, environ 2 semaines après les funérailles, quelqu'un a frappé à sa porte au milieu de la nuit, en plein hiver, pendant une violente tempête de neige. Ma grand-mère a donc ouvert la porte et a vu John, son deuxième mari. Elle était sous le choc en le voyant au début. Elle pensait vraiment que c'était lui, mais après qu'il soit entré dans la lumière de la maison, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air bizarrement bâti ou tordu. Elle a dit que la première chose qui n'allait pas chez lui, c'était ses yeux un peu trop éloignés l'un de l'autre. Pas un degré extrême, mais juste assez pour la dissuader. Puis elle a ajouté que sa peau était beaucoup plus lisse et moins ridée qu'à sa mort. Il avait presque 90 ans, et là, il avait l'air d'avoir au moins 10 ans de moins cette nuit-là. Elle a commencé à paniquer en remarquant toutes ces choses qui n'avaient pas de sens, en plus du fait qu'elle l'avait enterré 2 semaines auparavant. Elle a dit que John avait levé les 2 mains et avait commencé à lui dire « Ne t'inquiète pas chérie », mais sa voix n'était pas bonne non plus. Il parlait bizarrement, comme s'il y avait un gémissement juste derrière sa voix et que ses lèvres ne correspondaient pas non plus. Elle a dit qu'elle n'avait jamais été aussi effrayée de toute sa vie, alors elle a commencé à le pousser et à le frapper avec ses 2 poings. Sa peau était froide quand ses mains l'ont touchée, mais il faisait froid cette nuit-là et il neigeait fort, donc je suppose que c'est logique. Après l'avoir un peu frappée, la chose recula et commença à faire des bruits qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Elle dit que c'était comme un grognement sourd ou un gémissement et le compara à une vieille porte lourde qui s'ouvre très lentement. Elle essayait toujours de faire le bruit elle-même et s'étouffait. Quoi qu'il en soit,
elle ferma la porte sur lui et elle dit qu'il resta là pendant environ 1 heure avant de retourner dans les bois. Ma grand-mère vivait à environ 30 km de toute ville et ses voisins étaient tous bloqués par la neige comme elle, donc elle ne pouvait pas appeler à l'aide. Il paraît que la chose n'est pas toujours la même personne, mais peut changer et utiliser de nouveaux déguisements quand elle veut. Elle a affirmé que c'était la seule fois où elle l'avait vue elle-même, mais qu'elle avait entendu des histoires de sa propre grand-mère à ce sujet. Le plus drôle, c'est qu'environ 1 mois avant sa mort, je suis allée à la station-service en rentrant du travail très tard. Quand je suis entrée, il y avait un type au comptoir qui se tenait là, tout raide comme un roc. Le caissier lui demandait de bouger pour qu'il puisse m'aider, mais le type ne bougeait pas. Finalement, il s'est tourné vers moi et j'ai pu bien voir son visage. Sa peau était toute caoutchouteuse et avait l'air fausse, et ses yeux étaient étranges. Après avoir payé mon essence, le type m'a suivi sans dire le moindre mot. Ça m'a mis mal à l'aise, et quand je suis remontée dans mon camion, je me suis tournée vers lui et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a regardé avec ses yeux étranges et m'a dit « Tout va bien » avec cette même voix grinçante dont ma grand-mère nous parlait. J'ai raconté cette histoire à ma grand-mère à l'hôpital la nuit suivante et elle a posé son doigt sur mon front et m'a dit « Maintenant tu l'as vu aussi » et je me suis sentie vraiment bizarre. Je ne crois pas beaucoup aux choses paranormales, mais ce qui s'est passé il y a 3 jours m'a définitivement fait changer d'avis sur les esprits et les énergies non vivantes. Je n'ai jamais ressenti une telle peur de toute ma vie et j'ai été confrontée à des scénarios techniquement bien plus dangereux, mais ce que j'ai ressenti cette nuit-là nous a paralysé ma copine et moi de peur. Je pense que les choses s'améliorent un peu, mais nous envisageons tous les deux d'aller voir un psychiatre à cause de ça. Les parents de ma copine nous demandent parfois de garder leur maison lorsqu'ils partent pour une petite escapade ou pour camper avec son jeune frère. Mais leur maison a toujours eu ce côté bizarre et inquiétant, et nous avons eu quelques autres cas où des choses effrayantes se sont produites là-bas. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons passé la nuit dans l'ancienne chambre de ma petite amie alors que ses parents étaient hors de la ville. Il était environ 1h du matin et nous nous sommes réveillés tous les deux en même temps, au hasard, après nous être endormis quelques heures plus tôt. On s'est regardé et j'ai dit « Toi aussi, t'es réveillée ?» Et elle a dit oui. Et juste après ma question, le loquet de la poignée de la porte a cliqué et s'est complètement fermé. Cela n'avait aucun sens car il n'y avait aucun courant d'air dans la pièce. Puis, environ 10 secondes après, nous avons senti une présence qui se tenait juste devant la porte de sa chambre. Vous savez ce que l'on ressent quand quelqu'un vous observe ? Elle et moi, on s'est regardés fixement. J'ai dit « Tu ressens ça ?» Et elle a répondu sans hésiter « Oui, j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde à travers la fente de la porte. » Nous sommes restés assis en silence. Puis on a entendu un bruit de pas derrière la porte. La chambre est reliée à un couloir devant lequel se trouve un escalier menant au rez-de-chaussée, tandis qu'à droite du couloir, à l'extérieur de sa chambre, se trouve un espace de vie vide et à gauche, les toilettes. Mais lorsque nous avons entendu les bruits de pas, nous n'avons pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une personne seule qui faisait les 100 pas dans le couloir. Nous avons eu l'impression qu'il s'agissait d'une vague de personnes qui se déplaçaient tout ensemble depuis les toilettes, en passant par le couloir jusqu'au salon. Nous étions extrêmement mal à l'aise et nous avons littéralement pensé à tout pour nous convaincre que ce que nous entendions et ressentions n'était pas réel. Puis nous avons fini par nous endormir. Mais après avoir vécu mon expérience la plus récente dans cette maison, je sais que ce que j'ai ressenti cette nuit-là n'était pas le fruit de mon imagination. L'histoire la plus récente est la suivante. Ses parents partaient pour une semaine complète de 7 jours, afin d'emmener son petit frère faire du camping. Ils nous ont demandé de surveiller la maison, et nous avons tous les deux dit oui, bien sûr. Chaque jour se passait bien, sauf le 5e jour. Nous étions tous les deux en congé ce jour-là.
La journée a commencé de façon tout à fait normale jusqu'à 11 heures du matin, juste après le petit déjeuner, quand tout à coup nous avons eu un léger désaccord. Mais pour absolument aucune raison valable, j'ai tout exagéré. Je suis vraiment une personne très cool. Je n'ai que très rarement des désaccords et lorsque c'est le cas, je sais comment les laisser passer. Ce qui m'a énervé ne valait pas la réaction que j'ai eue. Il s'agissait littéralement du fait que nous n'avions pas de mouchoir dans la maison et ma copine a dit d'utiliser du papier hygiénique. Évidemment, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, cela a été suivi par la plus grande crise psychotique que j'ai jamais eue de toute ma vie. J'étais enragée, je criais, je pleurais à chaudes larmes. Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens même pas. Ma copine a fini par me raconter une grande partie de ce que j'avais oublié quand tout s'est terminé. Apparemment, il y a eu un moment où j'ai tiré et arraché mes cheveux, où je la regardais en me disant « Ce n'est pas moi, je ne sais pas pourquoi mon cerveau me dit de faire ça. » À un moment donné, j'étais debout en haut de l'escalier et je me souviens vivement d'avoir imaginé ce que cela donnerait si je sautais du haut des marches, si je tombais sur le côté et si je me brisais la nuque. Et je n'arrêtais pas d'avoir cette bataille interne avec moi-même dans mon cerveau, du genre « Pourquoi diable voudrais-tu faire ça ?» Peu après, ma copine commence à s'inquiéter et demande si elle doit appeler le 911 ou mes parents, ce qui à ce stade est tout à fait raisonnable. Et puis je me souviens de l'avoir regardée et d'avoir ri, comme un vrai psychotique, suivi de peu par d'autres pleurs. À ce moment-là, je rampais sur sa moquette, je m'agrippais au sol, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Je savais que ce que je faisais était mal, mais j'avais l'impression que quelque chose me dépassait littéralement et que je n'étais plus maître de mes pensées. Je me souviens que pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression de regarder l'arrière de ma propre tête pendant que je parlais à ma copine, en lui disant que ce n'était pas moi, comme si j'avais eu une mini-expérience extracorporelle. Et c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je suis habituellement très détendue et je n'avais aucune raison de réagir de la sorte. Il m'est arrivé d'être déprimée, certes, qui ne l'a pas été, mais la quantité de rage inexpliquée que j'ai ressentie ce jour-là n'a été égalée par aucun autre moment de ma vie. Cette situation s'est prolongée jusqu'à ce que je sorte du tapis et que je me sente en quelque sorte bien. J'ai pleuré et j'ai dit à ma petite amie que je n'avais aucun contrôle sur mes actions à ce moment-là et que je les combattais de toutes mes forces. Elle savait très bien que ce qui s'était passé avec moi à ce moment-là n'était pas moi. Je n'ai jamais eu ce type de comportement dans ma vie et c'est arrivé si soudainement que nous avons été tous les deux très secoués. Cela ressemble peut-être à un cas soudain de trouble mental, n'est-ce pas? Eh bien non, puisque les choses étranges ont continué à se produire. Les heures passent après cet incident. Nous nous sommes sentis très bien pendant le reste de la journée, et puis la nuit est arrivée. Il était 23 heures. Je me souviens d'avoir vérifié l'heure exacte à laquelle cela s'est produit. Nous étions dans l'ancienne chambre de ma petite amie, confortablement installée, écoutant de la musique sur l'ordinateur portable et sur le point de nous endormir, lorsque nous avons entendu 2 coups très vigoureux frapper à la porte de sa chambre. Il n'y avait vraiment personne dans la maison, à part nous. Nos yeux s'ouvrent, nous nous regardons l'un l'autre. « Tu as bien entendu ? Putain de merde, oui !» Nous fixons tous les deux la porte, et je vous jure, je ne plaisante pas, l'air est devenu très lourd. Puis nous avons entendu un bruit effrayant provenant de la porte de sa chambre. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était des ongles ressemblant à des dents qui grinçaient et qui quittaient de l'autre côté. J'ai senti mon visage rougir et ma gorge se serrer. L'anxiété dans la pièce était si forte. J'ai regardé ma copine et je lui ai dit « Est-ce qu'on ne devrait pas appeler les flics ?» Elle m'a regardé avec des larmes plein les yeux en disant « J'ai littéralement pensé à composer le 911 avant que tu ne le dises. » Et puis juste après m'avoir dit ça, on a regardé fixement la porte qui semblait s'agrandir et devenir de plus en plus massive à chaque seconde. Quoi qu'il ait de l'autre côté, on avait l'impression qu'il aurait pu facilement nous tuer s'il l'avait voulu. Cela pesait sur la pièce, c'était comme si une couverture d'énergie négative nous étouffait. Nous avons été complètement éviscérés mentalement par ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai vu défiler dans mon cerveau les images les plus horribles, les plus grotesques que j'ai jamais eues de toute ma vie. Des flashs de la mort, de la malveillance. Jusqu'à cette nuit-là, je ne savais pas ce que signifiait être figé par la peur.
comme dans tous les films où on pense « Pourquoi ne bouges-tu pas? Bon sang, tu as tellement d'opportunités, mais tu ne fais rien. » Non. Je comprends parfaitement maintenant. La paralysie due à la peur est une chose très réelle, parce qu'on a l'impression que si l'on bouge plus vite, on ne fait qu'accélérer le processus de sa fin inévitable. Et puis, après ce qui m'a semblé être des heures à fixer la porte, alors qu'en réalité c'était probablement 5 minutes, j'ai forcé tout ce que j'avais en moi pour me lever d'un bond. J'ai allumé l'interrupteur et je suis allé réconforter ma copine. Après environ 25 minutes, nous avons pris le courage de quitter la maison. Sortir de la chambre a été la partie la plus effrayante, car nous attendions de voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Nous l'avons ouverte en comptant jusqu'à 3, et à la seconde où nous l'avons fait, nous avons eu l'impression que ceux qui se trouvaient de l'autre côté s'étaient dispersés de l'endroit où ils se tenaient et recouvraient maintenant tous les murs. Nous avons sprinté jusqu'à la porte d'entrée de la maison, sommes sortis et avons appelé un taxi. Je n'ai jamais vu ma copine aussi effrayée, et je n'ai jamais été moi-même aussi effrayée. Nous avions des frissons sur tout le corps, et je n'ai jamais ressenti un tel soulagement en quittant un endroit. Cela s'est passé il y a 3 jours, et les 2 nuits qui ont suivi n'ont été que des nuits d'insomnie.